Verra-t-on un jour ces images de fonds sous-marins disparaître de nos océans? C'est tout l'enjeu de cette 10e conférence internationale. Les récifs coralliens sont en effet parmi les milieux les plus riches de la planète et représentent à eux seuls 25% de la biodiversité marine. Et pourtant, ils sont menacés. 20% des récifs sont déjà détruits, 25% le seront d'ici 2050 en raison du changement climatique. Or, ce milieu abrite 4000 espèces de poissons, ressources indispensables pour les 500 millions de personnes des îles de l'Indo-Pacifique. Pour ces peuples, ils représentent plus de 75% de leur apport en protéines animales. Mais à cause toujours du changement climatique, les stocks de poissons diminuent. Cette 10e édition de l'IPFC portera donc sur les savoirs ancestraux, pêche côtière ou pêche hauturière, sur la réalité de l'augmentation des populations et sur la gestion des stocks de poissons dans l'Indo-Pacifique, avec à terme quelle priorité à adopter pour tout simplement préserver dans l'avenir les stocks de poissons. Oui, comment la Polynésie peut-elle protéger efficacement ses ressources marines et donc ses récifs coralliens de la pollution? Peut-elle réussir à relever le défi? Nous allons tout de suite poser la question à David Lekini, le représentant du CRIOP de Moorea. Ce soir, je vais lui demander tout de suite de nous rejoindre sur ce plateau. David Lekini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes directeur d'études au CRIOP de Moorea. Dites-nous d'abord ce que vous pensez de cette conférence internationale sur les ressources marines. Elle a lieu, on le sait, tous les 4 ans. Est-ce qu'elle fait vraiment avancer les choses ou bien c'est juste un constat, un état des lieux d'une situation sans que les autorités s'en émeuvent finalement? Non, c'est un constat que l'on fait donc tous les 4 ans. La dernière fois, c'était au Japon. Et ce constat permet aux chercheurs, aux gestionnaires, aux étudiants de discuter ensemble pour ensuite proposer des solutions. Et les solutions, nous, on va les proposer à la Polynésie française. Et faire avancer les choses, c'est-à-dire on va les proposer vers les services du pays, en métropole. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des collègues fidjiens, des collègues de Mayotte, et donc de coordonner cette recherche à l'échelle mondiale. Car on ne peut pas gérer uniquement la recherche au niveau local, au niveau de la Polynésie, on est obligé maintenant de gérer au niveau mondial. Alors on sait que la France est au 4e rang des pays possédant des récifs coralliens dans le monde. Elle a 25% des atolls et 10% des récifs coralliens grâce à ses territoires d'outre-mer. Est-ce qu'elle protège suffisamment ses ressources marines? Par exemple, en Polynésie, est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Oui, la Polynésie, comme l'outre-mer français, est quand même bien protégée par rapport à d'autres îles, surtout par exemple au niveau de l'Indonésie. Après, il faut gérer aussi, comme je disais, au niveau local, c'est-à-dire faire des aires marines protégées, des aires marines gérées, mais aussi avec la notion de bouturage, faire finalement un réseau, des études plus au niveau mondial pour finalement repeupler les lagons, car quand on met une aire marine protégée, on empêche la pêche, on stoppe la pêche, mais il faut aussi faire face aux changements climatiques globaux comme l'acidification des océans, comme l'élévation de la température. Alors en Polynésie, évidemment, mais partout dans le monde, des milliers d'espèces de poissons vivent dans les récifs coralliens. Je crois que c'est 4000. 4000, exactement. Ouais. Cela représente entre 9 et 12% de la production mondiale de pêche. Vous parliez à l'instant des aires marines protégées. Est-ce que la biosphère de Fakarava, par exemple, ou les opérations de bouturage dont vous parliez aussi à l'instant, ont une réelle utilité? Est-ce que ça protège réellement les espèces marines et est-ce que ça encourage leur production, même si c'est à petite échelle? Mais 2 exemples que vous avez donnés sont très intéressants parce que faire une aire marine protégée, on empêche la pêche sur une zone comme Fakarava. Le bouturage va permettre finalement de renouveler le stock. C'est-à-dire quand il y a un blanchissement du corail, le blanchissement du corail n'est pas dû à la Polynésie française. Elle est due au niveau mondial. Et donc le bouturage du corail fait face à ce blanchissement au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on va permettre au corail, qui est la maison de tous les poissons, de se régénérer et avec ensuite les aires marines protégées au niveau local, on limite la pêche. Donc c'est utile. On sait aussi que 25% des récifs coralliens, soit un quart des récifs de la planète, seront menacés d'ici 2050. Un quart d'entre eux vont disparaître. C'est demain. Ce sera en raison du changement climatique. Est-ce que cette conférence qui rassemble plus de 500 scientifiques, on le disait, plus de 34 nationalités, elle alerte par sa force de représentation, ça c'est sûr, et aussi parce qu'elle s'ouvre au grand public? En effet, elle va s'ouvrir au grand public. C'est-à-dire donc du lundi au vendredi, on est à la Maison de la Culture. Et le mercredi, on l'ouvre aussi bien aux collégiens, aux lycéens le matin. Et le soir, on l'ouvre au grand public parce que les scientifiques peuvent proposer des solutions. Les politiques, les gestionnaires essayent de les mettre en place. Mais derrière, c'est le grand public qui nous permet, à nous les scientifiques et aux politiques, de prendre de bonnes décisions pour qu'ensuite on sauve ou on protège plus exactement notre environnement. David Lekini, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.